Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 10 septembre. Réélu pour un second mandat, le président algérien Abdelmadjid Tebboune félicité par nombre de ses homologues, notamment russes, italiens, cubains, nicaraguayens et émiratis, mais aussi par le sultan d'Oman et le premier ministre libanais. Poursuite de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, le bilan des victimes dépasse la barre des 41 000 martyrs après un nouveau massacre dans la zone humanitaire d'Al Mawassi, à Khan Younes ayant fait une centaine de victimes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Matata, prend part au Caire à la 8e réunion du comité arabe ministériel restreint chargé de l'action internationale pour faire face aux politiques et mesures de l'entité sioniste illégale à Al-Quds occupée. Et puis, nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, accusé par Washington d'avoir livré des missiles à la Russie. Et puis sport, la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux paralympiques de Paris 2024 regagne à Alger, auréolée de 11 médailles, dont 6 en or. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue de recevoir les messages de félicitations de la part de ses homologues suite à sa réélection pour un second mandat, à l'instar du président russe Vladimir Poutine, qui a souligné dans son message que sa victoire convaincante aux élections démontrait la position du président parmi ses compatriotes et a exprimé son aspiration à porter la déclaration de partenariat stratégique approfondie signée l'année dernière entre l'Algérie et la Russie à un nouveau niveau qualitatif. Le président russe a réitéré sa détermination à poursuivre le développement d'une coopération bilatérale constructive par le biais d'efforts conjoints au profit des peuples russes et algériens afin d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. À son tour, le président italien Sergio Mattarella a félicité le président algérien réélu ce mardi, lui souhaitant plein succès au service de ses concitoyens et réaffirmant les liens profonds et exceptionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays dans un cadre stratégique régulièrement entretenu par un dialogue politique harmonieux. Le président italien a ajouté dans son message que l'avenir prometteur entre les deux pays permettra de développer les excellentes relations bilatérales, mais aussi de renforcer la coopération sur les plans régional et international, tout en exprimant le souhait d'une rencontre entre eux dès que l'agenda des présidents le permettra. Le président cubain, à présent Miguel Díaz-Canel, a aussi félicité Abdelmadjid Tebboune en son nom et au nom du gouvernement et du peuple cubain, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien prospérité et paix. Le président cubain a souligné les relations historiques bilatérales fondées sur l'amitié, le respect, la solidarité et la coopération dans divers domaines, ajoutant que cette occasion constituait une opportunité pour réaffirmer la volonté de continuer à approfondir les liens entre les deux pays. De son côté, le président nicaraguayen Daniel Ortega Saavedra et sa vice-présidente Rosalia
Murillo en leur nom et au nom de leur peuple ont félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa réélection le 7 septembre dernier, soulignant la confiance du peuple algérien. Daniel Ortega et Rosaria Murillo ont aussi exprimé l'affection et la fraternité que le peuple nicaraguayen avait pour le peuple algérien, lui souhaitant stabilité et prospérité. Et dans le même contexte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique du président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui l'a félicité pour sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant plein succès et réussite. Les deux dirigeants sont en outre convenus de tenir prochainement une rencontre. Le sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq, a également félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, lui souhaitant succès et réussite et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité et un plein développement aux relations entre les deux pays. Et puis le président algérien a par ailleurs reçu ce mardi un appel téléphonique de Najib Mikati, Premier ministre libanais, qui l'a félicité pour sa réélection pour un nouveau mandat, lui souhaitant plein succès et réussite dans sa nouvelle mission présidentielle. Et en évoquant la présidentielle du 7 septembre, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a déposé ce mardi un recours devant la Cour constitutionnelle concernant les résultats préliminaires du scrutin de dimanche. Aouchiche a précisé que ce recours concernait tous les dépassements que son parti a pu observer. Nous avons présenté un recours concernant les résultats des élections présidentielles annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Le recours inclut tous les dépassements observés, particulièrement le jour du scrutin et au moment de l'annonce de ces résultats que nous rejetons. Nous avons espoir que la Cour constitutionnelle va étudier le recours que nous avons déposé et qui, selon nous, respecte toutes les conditions juridiques qui prennent en considération tous les dépassements que nous avons abordés. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix à la présidentielle du 7 septembre, Abdelali Hassani Chlif, a lui aussi déposé ce mardi un recours devant la Cour constitutionnelle concernant les résultats préliminaires de ce scrutin annoncé dimanche dernier par le président de l'ANI. Après le dépôt du recours, Hassani Chlif a affirmé sa pleine confiance en la Cour constitutionnelle et ses instruments pour établir les faits. قدمنا طعن يضم أولا جدول مقارنة بالنتائج. Nous avons déposé un recours qui comprend un tableau comparatif des résultats. Nous avons présenté un recours comprenant un nombre de notifications que nous avons déposées auprès de l'autorité nationale qui a contribué à atteindre ce résultat illogique qui, de notre point de vue, est un crime complet qui porte atteinte à la réputation des candidats du pays participant à ternir cette image. Des visées politiques claires existent dans ce dysfonctionnement dans l'annonce des résultats. الاختلال الواضح في إعلان النتائج. Allez, restez avec nous pour ce 19h à suivre notre dossier consacré à la situation en Palestine. Et dans ce dossier, tout d'abord, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est encore alourdi pour s'établir à 41 020 martyrs et 94 925 blessés depuis le 7 octobre. Selon les autorités palestiniennes de la santé, au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 3 massacres, faisant
Plus d'une centaine de victimes entre martyrs et blessés. Et parmi les massacres les plus meurtriers perpétrés par les forces de l'occupation sioniste figure le bombardement durant la nuit dernière de la zone humanitaire d'Al-Mawassi à Khan Younes, où plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et 60 autres ont été blessés. Le point de la situation avec Souhila Kilal. Le petit corps de Jade, 6 mois, a été enveloppé dans un linceul blanc avant d'être placé entre les dépouilles de sa mère et de son père en attendant leur inhumation. La petite famille de Jade a été rayée de la carte lors d'une violente attaque sioniste sur le camp d'Al-Mawassi, censé être une zone humanitaire sécurisée. Au total, plus de 40 martyrs et au moins une soixantaine de blessés. C'est un massacre qui a eu lieu chez mon frère, sa femme et leurs enfants. Ils ne sont pas du Hamas. Ce sont des gens pacifiques. Ils ont été bombardés. La maison a brûlé avec ses occupants. Elle a été complètement détruite. Vers 1h ou 1h30 du matin, nous dormions quand des raids israéliens violents ont eu lieu. Ma fille a été tuée. Ma femme et mon autre fille ont été blessées. L'endroit a été complètement détruit. Nous étions dans une zone humanitaire qui était censée être sûre. Nous dormions et soudain, c'était comme une tornade. Un tas de pierres, de la fumée, du feu, les arbres brûlés, ma fille d'un côté, ma plus jeune fille était sous les décombres. L'autre est morte et moi j'ai été blessée. Dans la nuit de lundi à mardi, les frêles tentes du camp de réfugiés d'Al-Mawassi ont volé en éclats sous les bombardements sionistes. Les secouristes ont été dépêchés sur les lieux du massacre pour éteindre les incendies et tenter de retrouver des survivants et récupérer les dépouilles des nombreux martyrs. Aux premières lueurs du jour, les occupants du camp, toujours sous le choc, ont pu constater l'ampleur de cette attaque meurtrière. La profondeur des cratères, laissés par les bombes et les barils explosifs, donne un aperçu du degré de violence de l'attaque. Nous dormions, soudain nous avons entendu le bruit d'une grosse frappe, environ 5 ou 6 coups l'un après l'autre. Je ne pouvais pas sortir de chez moi par peur. Je pensais que ma maison avait été touchée. Nous avons été surpris de voir des flammes partout dans la zone. Nous avons vu des corps de femmes déchiquetés, des enfants en lambeaux. Il y a encore des personnes portées disparues. Nous dormions, nous avons entendu des bruits et des éclats de verre. Les portes et les vitres de nos maisons ont explosé. Je suis sortie en courant, les gens étaient pris au piège. Il y avait des corps en lambeaux. Al-Mawassi, Jabalia, Deir el-Balah, Rafah et tant d'autres massacres perpétrés par l'entité sioniste depuis plus de 11 mois maintenant. Des massacres contre des innocents sans défense, des massacres qui restent impunis, des massacres que les grands de ce monde regardent de loin et que personne ne semble vouloir arrêter. Mais jusqu'à quand le monde continuera de se taire face à tant d'injustices ? L'occupant sioniste a utilisé des missiles interdits au niveau international lors de sa frappe ce mardi, ayant visé des tentes de personnes déplacées à Al-Mawassi dans la ville de Khan Younes. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du ministère palestinien de la Santé, qui a déploré des blessés graves que les hôpitaux ne peuvent pas recevoir faute de place. Et l'émissaire de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a fermement condamné ce mardi les frappes aériennes sionistes contre des déplacés à Khan Younes dans la bande de Gaza qui ont fait ce mardi, je vous le rappelle, au moins 40 martyrs. Il a notamment souligné que le droit international humanitaire devrait être respecté à tout moment. Et dénonçant ce nouveau drame à Gaza, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy s'est dit choqué par le tir d'un missile israélien dans une zone humanitaire de la bande de Gaza, affirmant que cela montrait l'urgence d'un cessez-le-feu. Lammy s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Londres avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken.
Il est clair que nous nous rencontrons à un moment critique, pour garantir un cessez-le-feu à Gaza. Les morts choquants de Khan Younes ce matin ne faisaient que renforcer le caractère désespérément nécessaire de ce cessez-le-feu. C'est aussi un moment crucial pour soutenir l'Ukraine, alors que nous entrons dans le 3e hiver de la guerre illégale menée par Poutine. Et en évoquant le volet diplomatique, je vous en parlais en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a pris part ce mardi au Caire à la 8e réunion du comité arabe ministériel restreint chargé de l'action internationale pour faire face aux politiques et mesures de l'entité sioniste illégale à Al-Quds occupée. Cette réunion s'est tenue avant le début des travaux de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères. Les délibérations de la réunion du comité ministériel restreint ont porté notamment sur les pratiques et politiques israéliennes dangereuses et systématiques visant à annexer la ville sainte et à la vider de ses composantes palestiniennes et à altérer son identité arabe. En marge de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues arabes, notamment égyptiens, mais aussi tunisiens, qataris, palestiniens et du sultanat d'Oman. Et le dirigeant du mouvement palestinien Hamas, Oussama Hamdan, a exhorté, quant à lui, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe réunis au Caire à rompre immédiatement toutes les relations politiques, diplomatiques et économiques avec l'entité sioniste et qu'il accuse de faire échouer des négociations en cours sur un cessez-le-feu. En ce moment sensible de l'histoire de notre peuple et de la région, nous espérons que votre réunion conduira tout d'abord à une action et une pression immédiate et directe sur l'occupation et ses partisans pour qu'ils arrêtent immédiatement l'agression et la guerre d'extermination dans la bande de Gaza. Parlant à présent santé à Gaza, l'Organisation mondiale de la santé poursuit sa campagne de vaccination contre l'épidémie de la polio, cette fois-ci au nord de l'enclave palestinienne. On en parle avec Amal Amzian Zitouni. Dans les centres de Jabalia et du quartier d'Ad-Daraj, les enfants accompagnés de leurs parents et de leurs proches attendent leur tour pour recevoir le vaccin. Des infirmiers administrent des gouttes de vaccin contre la polio à des enfants. La campagne a débuté aujourd'hui et vise à vacciner environ 200 000 enfants du nord de Gaza. Aujourd'hui, la campagne d'urgence de vaccination contre la polio a commencé pour la tranche d'âge d'1 jour à 10 ans. Le groupe cible est d'environ 140 000 enfants. Nous disposons de 230 équipes, dont 177 équipes fixes dans les abris et les centres de santé et 53 équipes mobiles. Des responsables de la santé et de l'aide humanitaire à Gaza déclarent que l'opération était compliquée par des restrictions d'accès, des ordres d'évacuation sionistes et des pénuries de carburant. Aujourd'hui, nous menons une campagne de vaccination contre la polio. Les Juifs prétendent avoir conclu une trêve humanitaire, mais pendant cette période de vaccination, où il devrait y avoir une trêve humanitaire, les déplacements et les bombardements continuent. Nous avons des évacuations à Beit Hannoun et à El Salatin, mais la participation est bonne aujourd'hui. Mardi 10 septembre, nous vaccinons les enfants du groupe cible, qui sont ceux âgés d'1 jour à 10 ans. Inquiets pour leurs enfants, les parents de Gaza se précipitent vers les centres de vaccination malgré les ordres d'évacuation. Aujourd'hui, nous avons reçu les vaccins et nous avons vacciné nos enfants. Grâce à Dieu, ils sont arrivés à bon port. Mais à quoi sert la vaccination alors qu'il y a aujourd'hui des ordres d'évacuation pour Beit Hannoun, Beit Lahia et la région d'Al-Atatra?
Ils ont laissé entrer le vaccin, mais malheureusement, les bombardements continuent et la guerre aussi. La campagne dans le nord de Gaza, la partie du territoire la plus durement touchée par l'offensive militaire sioniste qui dure depuis plus de 11 mois, fait suite à la vaccination de plus de 446 000 enfants palestiniens dans le centre et le sud de l'enclave au début du mois. La campagne dans le nord de Gaza vise à conclure une première série de vaccinations, une deuxième devant débuter dans un mois. Et toujours dans notre dossier, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a dénoncé la violation massive des droits humains à Gaza et souligné l'impératif d'une solution politique en vue de mettre fin à l'agression sioniste en cours dans l'enclave palestinienne depuis près d'un an, et ce après avoir visité hier le poste frontière de Rafah du côté égyptien. Sur le plan humanitaire, le Croissant-Rouge palestinien a mis en garde ce mardi contre le risque d'une cessation complète de ses services dans les gouvernorats du nord de Gaza, soumises à une sauvage agression sioniste en raison de l'épuisement des stocks de carburant nécessaires au fonctionnement des ambulances, des cliniques et des services de secours. Et pendant ce temps, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 14 Palestiniens dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée. Les arrestations, dont celle de la mère d'un martyr, d'une fille, d'un enfant et d'anciens prisonniers, ont été menées dans les gouvernorats de Ramallah, Al-Khalil, Beit Lahm, Jenin et Naplouse. Il faut savoir que les forces de l'occupation continuent de mener des raids et de commettre des agressions généralisées lors des opérations d'arrestation. Par ailleurs, au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi dans des bombardements des forces de l'occupation sioniste à l'est de Gaza et dans la ville de Rafah, au sud de l'enclave assiégée. Par ailleurs, et dans le centre de l'enclave palestinienne, l'artillerie de l'occupant sioniste a tiré plusieurs obus vers le nord du camp de Nusayrat. Et toujours dans le dossier palestinien, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a estimé ce mardi que les forces de l'occupation sioniste devaient procéder à des changements fondamentaux après la mort injustifiée d'une militante américano-turque tuée par les forces de l'occupation sioniste lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. Son assassinat n'a pas été provoqué et n'est pas justifié. Personne ne devrait être abattu pour avoir participé à une manifestation. Personne ne devrait avoir à mettre sa vie en danger simplement pour avoir exprimé librement son point de vue. À notre avis, les forces de sécurité israéliennes doivent apporter des changements fondamentaux à la manière dont elles opèrent en Cisjordanie, notamment en ce qui concerne leurs règles d'engagement. Et avant de clore notre dossier consacré à la situation en Palestine occupée, nous retrouvons notre invité du soir, en l'occurrence Amjad Chihab. Bonsoir. Bonsoir. Alors Amjad Chihab, vous êtes professeur à l'université Al-Aqsa, à Al-Quds occupée. Alors tout d'abord, nous avons assisté aujourd'hui à un nouveau massacre à Khan Younes cette fois. Al-Mawassi, ayant fait au moins 40 martyrs et 60 blessés. On assiste clairement à une nouvelle escalade des forces de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Nous allons y revenir. Faut-il lire cet acharnement? Comment faut-il lire cet acharnement meurtrier? Oui, cette massacre, ça entre on compte à peu près 3200 massacres jusqu'à maintenant, depuis 7 octobre. On compte presque chaque jour de massacres, 2-3 massacres au moyen par jour. Mais cette massacre, elle a eu une ampleur de la quantité, de l'utilisation des bombes qui a fait un trou de plusieurs mètres de profondeur et qui a ciblé
déplacés dans une zone humanitaire. C'est ça qui a choqué un peu et la façon comment l'entité sioniste continue de massacrer. La raison pour laquelle ils continuent de faire ça, ils ont décidé le 12 octobre, après 5 jours de l'attaque de 7 octobre, il y a eu un rapport de renseignement militaire sionisme qui a proposé trois propositions. Ils ont choisi la proposition qui tente de reoccuper la bande de Gaza, et recoloniser la bande de Gaza et faire de nettoyage ethnique de bande de Gaza au maximum. Cela entre dans cette stratégie et aussi il cherche aussi à faire l'agression et contre la bande de Gaza la plus longue possible pour continuer à détruire non seulement l'infrastructure, les maisons, les écoles, les mosquées, tout qui est lié à reprendre une vie, au moins les minimums de conditions de continuer de vivre. Et aussi, il voulait tuer le maximum de Palestiniens avant d'avoir une pression peut-être régionale ou internationale. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu des pressions efficaces. On attend de condamnations et on attend juste de promesses qu'il y aura de poursuites judiciaires. Mais il y a un espace que ce gouvernement d'extrême droite profite pour continuer à faire tout ce qu'il veut à bande de Gaza et aussi en Cisjordanie. Justement, vous faites bien de l'évoquer, Amjad Chihab. Vous avez mentionné le fait que ce génocide ne se limite pas à Gaza seulement. Ce qui s'est passé, bien entendu, à Al-Mawasi est insoutenable, mais il nous rappelle également ce qui s'est passé récemment à Jabalia, Jenin ou encore Ramallah en Cisjordanie. On ne peut plus parler, Amjad Chihab, d'un génocide à Gaza, mais contre tous les Palestiniens et dans toute la Palestine occupée. Tout à fait. Ils ont un programme de liquider la cause palestinienne. Ils ont un programme de rendre la vie impossible pour les Palestiniens. Ils ont un programme aussi de avorter toute tentative de construire un État palestinien. Ils le disent clairement et ils font des déclarations à la télé de hauts responsables, comme le ministre de la Défense de ce gouvernement d'extrême droite. Il a dit que mon rôle principal, c'est de liquider les Palestiniens en Palestine et de rendre impossible la création d'un État palestinien. Et on voit clairement leurs prétextes qui sont de faux prétextes, qu'on voit de bombardements après 11 mois d'occupation et de massacres. Ils continuent à bombarder avec aviation militaire et tout le monde le dit, même les experts militaires sionistes le disent clairement, il n'y a plus de cibles militaires. Et même chose, ils font la même chose. En Cisjordanie, le mouvement de Hamas ne contrôle pas le Cisjordanie, il y a l'autorité palestinienne. Malgré tout ça, on voit la destruction d'infrastructures à Jenin, à Toul Karem, à Salfit, à Qalqilia. Et on voit aussi comment il y a une punition collective pour forcer les gens à quitter les territoires de la Cisjordanie, en mettant en plus des cartes géographiques pour leur indiquant le chemin pour partir dans certaines villes en Jordanie, sous prétexte que leur batterie, soi-disant, c'est la Jordanie, c'est pas la Cisjordanie, c'est le royaume de la Jordanie. Amjad Chihab, je me permets de vous interroger par rapport à une position prise aujourd'hui par le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, donc Anthony Blinken, s'exprimait à Londres aux côtés de son homologue britannique. Il est revenu sur l'assassinat de la militante américano-turque tuée par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. Blinken alors a indiqué, je cite, que les forces de l'occupation devraient opérer des changements profonds, fondamentaux plutôt, après la mort injustifiée de cette militante. Qu'est-ce que cela traduit par rapport à ce qui a été, aux massacres qui ont
fait de nombreux martyrs parmi les Palestiniens. Pourquoi l'administration américaine n'a pas réagi auparavant? Pourquoi a-t-elle réagi que maintenant, après la mort d'une américano-turque? Je pense pas qu'il va réagir. C'est une déclaration, juste une déclaration. On sait très bien, c'est des moments des élections présidentielles que Blinken, nous, on le considère, les Palestiniens considèrent que c'est le deuxième ministre des Affaires étrangères de l'entité sionisme. Il défend Israël d'une façon, même le ministre des Affaires étrangères israélien ne fait pas la même chose. Et les sionisme, on le considère. Aussi, il défend Netanyahou d'une façon impressionnante. Et plus que ça, il ment à plusieurs reprises quand il est en voyage aux rencontres avec Netanyahou. Et je pense à cette déclaration parce que l'assassinat de l'activiste pacifiste américain n'a aucune raison de l'être et injustifiable. Mais le problème, à chaque fois, on parle aussi de la journaliste palestinienne qui porte la nationalité américaine, Shireen Abu Akleh. L'administration américaine n'a rien fait du tout. Et aussi, c'est pas le premier victime. Il y a d'autres aussi qui ont des nationalités américaines qui étaient tuées par l'armée israélienne, surtout à bande de Gaza. Il y en a à peu près une dizaine qui étaient morts parce qu'ils sont d'origine palestinienne. Personne ne parle d'eux sur la bande de Gaza. Il est clair et net que l'administration américaine n'est pas une administration neutre et qu'on n'attend rien du tout de cette administration. Elle est impliquée jusqu'à dents avec ces massacres, surtout avec le soutien financier et politique et juridique. Et en plus, ils n'ont pas arrêté de fournir les armes. Le massacre d'aujourd'hui, c'était avec des bombes de fabrication américaine. C'est ça le drame. Et ils sont impliqués avec des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide contre le peuple palestinien. Très bien. Peut-être une dernière question, brièvement, avant de nous quitter. Amjad Shihab, les ministres arabes des Affaires étrangères étaient en conclave ce mardi au Caire pour évoquer notamment les mesures illégales de l'entité sioniste prise à Al-Quds occupée. Comment aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe peuvent faire reculer cette politique expansionniste de l'entité sioniste? Brièvement, Amjad Shihab. Je pense qu'il manque une volonté politique et il manque aussi une décision. Mais les résolutions sont là. Oui. Et les résolutions sont là, mais théoriquement, ils ne sont jamais applicables. On n'a jamais. Mais quels sont les instruments aujourd'hui? La Ligue arabe. Oui. Là, ils ont des instruments. Il y a ces 22 pays arabes et ils possèdent des moyens énormes sur le plan économique, par exemple, sur la vente la vente de gaz, des pétroles, sur l'achat des matériels en Europe, sur les déplacements des milliards de dollars. On parle pas seulement de centaines de milliards. Et ils peuvent aussi geler des accords économiques. Ils peuvent boycotter les produits des États qui soutiennent Israël. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils font pas grand-chose. Les États qui normalisent avec Israël, ils peuvent. C'est l'appel formulé justement par Oussama Hamdan. Tout à fait. De rompre complètement tout lien, toute relation avec l'entité sioniste. C'est le minimum. C'est le minimum de faire ça. Ils ne le font pas, malheureusement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup Amjad Shihab. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur à l'université Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Et l'entité sioniste poursuit son escalade régionale, cette fois au Liban, où une personne est tombée en martyr et 2 autres ont été blessés ce mardi dans un bombardement sioniste ayant ciblé la région occidentale de la Bekaa à l'est du pays. L'armée sioniste a visé une moto avec un missile air-sol sur la route Bab Maleha Sabrine. Au moment où une voiture civile passait par là, les victimes ont été transportées vers un hôpital de la région. Et plus de 5 millions de Jordaniens, cette fois, étaient appelés à voter ce mardi dans le cadre des élections législatives au cours des quelques
au cours desquels plus de 1600 candidats disputent des sièges à la Chambre des représentants. Ces candidats sont répartis sur 197 listes locales et générales pour les 138 sièges de la Chambre des représentants au Parlement. Ce que nous avons observé jusqu'à présent, c'est que l'ouverture des bureaux s'est faite à temps, à quelques exceptions près. Le matériel électoral était disponible, le matériel électoral essentiel était également disponible et nous avons vu que toute la procédure électorale s'est déroulée dans l'ordre, sans aucun incident et que la journée électorale s'est déroulée sans heurts. La situation politique dans la région affecte grandement les électeurs et l'incite à voter, à choisir le meilleur candidat avec un programme politique et économique complet. C'est une étape très critique pour l'ensemble du monde arabe et pour la Jordanie, la Cisjordanie et Gaza en particulier. Nous devons donc choisir le meilleur. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. On quitte le Moyen-Orient pour revenir en Afrique. Au Sénégal, l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Ba veut lancer son propre parti une semaine tout juste après l'annonce de la disparition programmée de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'ex-président Macky Sall. Son ancien premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2024 veut avancer. Lors d'un meeting hier, Amadou Ba a annoncé son intention de créer prochainement un parti et affirmer pour cela vouloir consulter les forces vives de la nation. Durant ces moments exaltants, le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Je vous en parlais en titre, la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux paralympiques de Paris 2024 clôturés dimanche soir en France a regagné Alger ce mardi auréolé de 11 médailles dont 6 en or. La délégation algérienne a été accueillie à l'aéroport international Ouali Boumedienne par le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports Abdelrahman Hamad et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Kautar Krikou, ainsi que les familles des athlètes. Et dans le reste de l'actualité de ce mardi, et pour la première fois depuis 15 ans, le chef du gouvernement britannique Keir Starmer, situé au centre-gauche, a pris la parole lors de la réunion annuelle de la Confédération syndicale britannique TUC à Brighton, dans le sud-est de l'Angleterre, avertissant que la route pour réparer les fondations du pays ne serait pas facile. And so I make no apologies for any of the decisions we've had to take to begin the work of change. Je ne m'excuse pas des décisions que nous avons dû prendre pour entamer le travail de changement. Et je ne m'excuse pas non plus auprès de ceux qui sont encore coincés dans les années 80 et qui croient que les syndicats et les entreprises ne peuvent que s'opposer, laissant les travailleurs coincés au milieu et qui ne peuvent pas voir que ce pays a besoin d'une nouvelle voie en matière de croissance. Common cause of national renewal. L'Allemagne va étendre à toutes ses frontières les contrôles visant à faire reculer l'immigration régulière. C'est ce qu'a en tout cas annoncé le gouvernement d'Olaf Scholz sous pression pour durcir sa politique d'asile. Safouane Bessabri. À compter du 16 septembre, l'Allemagne va instaurer des contrôles sur l'ensemble de ses frontières terrestres, et ce dans le cadre de sa politique de renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors que l'extrême droite allemande connaît une hausse de sa présence sur la scène politique allemande, Olaf Scholz durcit le ton sur l'immigration par plusieurs initiatives visant les réfugiés et les candidats à l'immigration. Le ministère de l'Intérieur allemand a décidé d'étendre les contrôles aux frontières avec tous les pays voisins de l'Allemagne.
Depuis octobre dernier, nous avons déjà enregistré plus de 30 000 refus aux frontières extérieures de l'Allemagne. Nous allons donc étendre nos contrôles temporaires aux frontières intérieures à toutes les frontières terrestres de l'Allemagne. Pour la Pologne, cette mesure de Berlin est inacceptable. Varsovie attend plus d'efforts de la part de l'Allemagne sur le contrôle des frontières externes de l'Europe et non internes. On ne peut être d'accord avec des agissements qui vont d'un extrême à l'autre. D'abord, on ouvre les frontières pour tout le monde et ensuite, on les ferme pour tout le monde. Ce dont la Pologne a besoin, ce n'est pas d'un renforcement des contrôles à nos frontières, mais d'une plus grande participation des pays, y compris des pays comme l'Allemagne, à la surveillance et à la sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne. Bien que ces mesures ne dureront que 6 mois selon la ministre de l'Intérieur allemande, l'Allemagne pourrait revoir de façon permanente sa politique migratoire, et ce, même sans la concertation des 27 pays membres. Allez, on reste au vieux continent. La justice de l'Union européenne a définitivement donné raison ce mardi à la Commission européenne contre les géants américains de la tech, Apple et Google, dont 2 dossiers judiciaires au long cours et aux lourds enjeux financiers. Les 2 groupes devront payer respectivement 13 milliards et 2,4 milliards d'euros d'amende. Le portrait est plus large. Nos enquêtes ont contribué de manière décisive à un changement de mentalité, un changement d'attitude parmi les États membres. Elles ont permis de déclencher et d'accélérer les réformes réglementaires et législatives. Prenant l'exemple de l'Irlande, aujourd'hui la situation n'est plus possible. L'Irlande a modifié ses règles en matière de résidence fiscale des entreprises afin d'éviter que les sociétés de droit irlandais ne soient apatrides à des fins fiscales. That even the most powerful tech companies could be held accountable. Allez, direction les États-Unis à présent et à 2 mois de la présidentielle. C'est le jour J pour le grand débat entre les candidats Kamala Harris et Donald Trump, la vice-présidente actuelle face à l'ancien président. Une première, beaucoup d'Américains se rendent devant leur téléviseur pour ce rendez-vous capital pour le scrutin qui aura lieu à Philadelphie. Karine Boisiz. Nombreux Américains devant leur écran pour le premier grand moment de la présidentielle américaine. C'est dans quelques heures. Affrontement matiné à un certain moment à coup sûr de joute verbale entre les 2 candidats en lice pour la Maison-Blanche. Une confrontation musclée, épicée, dont sont friands les Américains. Tout sera passé au peigne fin par les analystes, la moindre tournure de phrase jusqu'à l'infime mimique. Pour l'exercice déterminant de ce soir, chacun se repose sur ses atouts. Dans le coin rouge, Donald Trump compte sur une expérience d'un exercice rhétorique dont il est coutumier. Justement, là où le bas blesse, trop d'outrecuidances peuvent s'avérer être un désavantage à la sortie, crainte de ses conseillers. Tandis que le camp démocrate dans le coin bleu avec Kamala Harris compte, elle, le pousser à la faute. Malgré une expérience en tant que procureur, Kamala Harris, moins rompue à l'exercice, est préparée depuis quelques jours, enfermée dans un hôtel à Pittsburgh pour s'entraîner. Justement, la vice-présidente ne part pas de rien. En 2019, face à un Joe Biden ou encore l'année suivante face à Mike Pence, a démontré une forte ténacité face aux attaques de ses interlocuteurs. Dans quelques heures, la mission pour elle, démontrer qu'elle a les épaules pour occuper le bureau ovale, tandis que son rival du moment clame que le poste est trop important pour elle. L'animal politique et Trump va sans doute rappeler que Kamala Harris représente une administration Biden loin de faire l'unanimité, même au sein du camp démocrate. Tandis que Donald Trump, pas un nouveau venu, mais qui réussit à quand même être une alternative. Même si le souvenir de la prise du Capitole par ses militants est toujours présent chez ses pourfendeurs, vont-ils se neutraliser? L'un va-t-il dominer l'autre? Réponse tout à l'heure autour d'un duel du quitte ou double entre personnes finalement assez impopulaires. Et je vous le disais en titre, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions imminentes contre Téhéran et notamment contre la compagnie aérienne nationale Iran Air. Washington accuse Téhéran d'avoir livré des missiles à la Russie. Tinine El Makassi.
Le bras de fer qui oppose les pays occidentaux à l'Iran se poursuit et s'intensifie. Et il semble que c'est sur un autre volet que le nucléaire que Téhéran joue avec les nerfs des capitales européennes et américaines, qui envisagent encore une fois de sortir de leur chapeau la fameuse solution des sanctions. Ces derniers jours, nous avons partagé avec nos alliés et partenaires les renseignements qui sous-entendent ces conclusions. Et nous avons travaillé ensemble pour faire en sorte que les actions de Téhéran aient des conséquences économiques significatives. En effet, lors d'une conférence de presse à Londres, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé l'Iran d'avoir livré des missiles à la Russie, des rames qui, selon lui, seront utilisées par Moscou dans le cadre de sa mission militaire spéciale en Ukraine. Des accusations soutenues également par Paris, Londres et Berlin, qui annoncent à leur tour des sanctions par voie d'un communiqué conjoint rendu public sur la plateforme X. Les États-Unis annonceront dans la journée de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran, notamment des mesures supplémentaires concernant Iran Air. Nous nous attendons à ce que nos alliés et partenaires annoncent également leurs propres nouvelles mesures à l'encontre de l'Iran. De son côté, la République islamique d'Iran a rejeté les accusations occidentales de transfert de missiles vers la Russie et pointe du doigt les politiques du double standard occidental qui continuent à livrer des armes à l'entité sioniste alors qu'elle commet un génocide à Gaza en ce moment même. La diffusion d'informations fausses et trompeuses sur le transfert d'armes iraniennes vers certains pays n'est qu'une affreuse propagande et un mensonge visant à dissimuler l'ampleur du soutien massif et illégal en armes des États-Unis et de certains pays occidentaux au génocide dans la bande de Gaza. Pour rappel, depuis mars 1995, les États-Unis ont mis en place une série de sanctions et un embargo contre l'Iran, suivis en 2007 et en 2006 par d'autres embargos décidés par l'Union européenne et les Nations unies. Dans l'actualité aussi, des enquêteurs de l'ONU se sont alarmés de la situation particulièrement précaire des Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie par l'armée, alors que le conflit s'est intensifié, notamment dans l'état de Rakhine, où les combats ont touché des milliers de civils. Au Vietnam, plus de 59 000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement dans la province deIen Bai, dans le nord du pays, touché par les inondations liées au typhon Yagi, selon les autorités locales qui ont précisé que près de 18 000 habitations avaient été partiellement submergées. En Inde, l'État de Manipur, dans le nord-est du pays, a ordonné ce mardi une coupure d'Internet après un couvre-feu à la suite de plusieurs jours de violences ethniques meurtrières et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Selon le gouvernement, cette coupure fait suite à la désinformation et aux fausses rumeurs sur les réseaux sociaux qui ont attisé les troubles. Et enfin, il ne se pliera pas en 4 pour vous, mais plutôt en 3. Le géant chinois des télécoms Huawei a dévoilé ce mardi son nouveau téléphone présenté comme le premier au monde pliable en 3. Au lendemain de l'annonce par son concurrent américain Apple de l'iPhone 16 doté d'un système d'intelligence artificielle générative.
也可以再打开我们的活的华为。最后像这个之前你买的是应该是P27系列对吧？70系列是有。还要顶拍，找点奇怪的角度给它拍。啥一样？给我看了。把外折叠和内折叠融合在一个手机，可以看一下啊。屏幕，然后您这个屏幕状态下的话，然后是可以这样玩，就可以把下边拍开。Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.